Tonight's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20. Des jeunes gens pendus en Iran pour avoir manifesté, l'Ukraine toujours en guerre, les réfugiés climatiques, le Qatar et ses travailleurs maintenant que le foot est fini. La liste des sujets dans l'assiette d'Amnesty International est longue, elle est non exhaustive et on en parle avec la secrétaire générale d'Amnesty dans un tout petit instant. Le bruit du monde ce soir est au Kurdistan, du côté où les jeunes activistes iraniens, justement, on y revient, vont se former, y compris au maniement des armes. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Legénie a trouvé le pire naufrage du golfe de Thaïlande, des musiciens russes envoyés sur le front pour redonner le moral aux troupes et d'incroyables géoglyphes retrouvés au Pérou. À 18h50, Julia Foyce mélange les genres. On parlera d'éducation en Afghanistan, d'éducation toujours, et de Claudine Gay, deuxième femme, première noire à jamais diriger la prestigieuse université Harvard. 18h55, c'est le monde d'après de Franck Matvon qui, au 300e jour de guerre, nous dira que le conflit en Ukraine pourrait bien redoubler d'intensité au premier trimestre 2023. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde. Bonsoir Agnès Calama. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale d'Amnesty International. Ne pleurez pas, ne lisez pas le Coran, ne priez pas, soyez joyeux et écoutez de la musique. Ce sont les derniers mots poignants d'un jeune homme qui a été pendu en Iran pour inimitié à l'égard de Dieu, ce qui est quand même assez inédit. C'est le deuxième à mourir pour ces raisons-là, mais il y en a d'autres, au moins une douzaine d'autres dans les couloirs de la mort. C'est ce que disent, c'est ce que vous dites, vous d'ailleurs à Amnesty, vous et d'autres. Et on se dit que c'est perdu pour ces 12 jeunes gens-là, qu'on en est là aujourd'hui en Iran? Écoutez, il faut se battre pour eux. De toute façon, l'État est engagé dans une politique de terreur que l'on retrouve dans la rue, mais qui maintenant se retrouve dans les tribunaux. L'utilisation de la loi, entre guillemets, pour imposer le silence et la terreur. C'est l'usage de la peine de mort, même pour le silence et la terreur. C'est exactement pour ça que j'utilise le mot terreur. C'est vraiment de la terreur par le biais de la peine de mort. C'est symbolique, ça capture les esprits et c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Donc il faut que nous on continue de faire tout ce qui est en notre pouvoir, soit en tant que société civile, soit en tant qu'État, pour condamner l'Iran. Le Conseil des droits de l'homme a mis en place un comité d'investigation, un comité d'enquête, qui vient d'être nommé aujourd'hui, qui aura une tâche très ardue, mais c'est par ces moments-là et ces instruments-là qu'on peut faire monter la pression et qu'on essaye de démontrer qu'il y a que le régime d'impunité qui sévit, le régime de terreur qui sévit, doit d'abord être rendu public, visible, et que l'on doit apporter son soutien à tous ces jeunes. C'est des jeunes qui sont tués, il faut bien le signaler aussi. 23 et 24 ans, là, pour ceux qui sont morts dans le couloir de la mort, c'est pareil. Il y en a des milliers qui sont enfermés en ce moment dans les prisons. C'est effrayant quand on voit les photos. Absolument. C'est des enfants de 15 à 25 ans. C'est toute une génération que cet État terroriste est en train de détruire. Vous parlez effectivement des Nations Unies et des tentatives, et je comprends bien l'énorme difficulté, comme on sent bien qu'il y a une difficulté à isoler pleinement l'Iran, ce que demandent pourtant les opposants, alors qu'on se dit qu'il y a finalement plus grand-chose à sauver dans nos relations avec l'Iran en ce moment. Pourquoi c'est si difficile, au fond, d'isoler ce pays? Écoutez, je ne pense pas. Je pense que l'État l'Iran est très isolé à l'heure actuelle. Le problème, c'est qu'on ne sait plus quoi faire d'autre. Et que nous sommes dans un monde en mutation, un monde où le système international est en train de se refondre, et donc l'Iran a quelques options. Autres que les pays occidentaux, même s'ils négocient quelque chose autour de l'arme nucléaire, de l'énergie nucléaire, il a d'autres options telles que la Russie, et ça il le démontre bien à l'heure actuelle, puisque c'est lui qui apporte un soutien militaire, je dirais, à la Russie dans son agression contre l'Ukraine. Donc voilà, à l'heure actuelle, dans ce système international,
il y a des options pour les États truands tels que l'Iran. C'est un peu rude à dire quand on se dit que peut-être qu'il faudra attendre un peu pour l'après, mais quand vous parlez par exemple de ce comité d'enquête, est-ce que ça veut dire qu'on engrange pour un après ? Tout à fait. Et c'est au moins ça, quand un jour, plus ou moins lointain, peut-être extrêmement lointain, peut-être improbable, mais quand un jour peut-être, des comptes pourront être rendus. Tout à fait. C'est exactement je dirais, l'un des objectifs, peut-être pas premier de ce comité d'enquête, mais celui qui est très important. C'est-à-dire qu'il faut aussi que l'on envoie un message très clair aux dirigeants iraniens, mais aussi aux acteurs iraniens qui tuent, que le moment viendra où ils devront rendre des comptes. Tout comme on envoie ce message aux Russes. C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'on dit la même chose avec l'Ukraine en ce moment. En ce moment, par exemple, vous, Amnesty en Ukraine, où est-ce que vous êtes le plus utile, notamment en termes d'enquête, notamment en termes de récolte des preuves ? Voilà, écoutez, il y a de nombreux acteurs qui enquêtent en Ukraine. Il faut bien le reconnaître. La Cour pénale internationale est très présente. Les Ukrainiens, tout d'abord, sont extrêmement présents. La société civile, qui vient d'être récompensée par le prix Nobel de la paix, mais aussi les acteurs, les procureurs, etc., que j'avais rencontrés au mois de mai. Donc, nous, ce que nous apportons, c'est nos enquêtes objectives, impartiales, sur les crimes de guerre commis par la Russie, sur le crime d'agression commis par la Russie, et sur la possibilité qu'il y ait même eu au moins des crimes contre l'humanité commis dans le cadre des transferts illégaux de population. Donc ça, c'est vraiment le prisme d'Amnesty, et d'apporter ces éléments de preuve qui, à un moment donné, pourront faire la différence. Vous avez parlé du crime d'agression, en effet, qui n'est pas jugeable par le CPI, autant que je sache, mais qui doit donc faire l'objet d'un tribunal spécial, qui avait été appelé de vos voeux. Vous n'étiez pas les seuls. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que cette idée-là, elle fait son chemin ? Parce que là encore, c'est maintenant qu'on y pense. Oui, tout pour à un fait. après. Elle fait son chemin. En fait, il y a plusieurs, je dirais, propositions à l'heure actuelle sur la table, même des brouillons de mandat pour ce tribunal. Nous, à Amnesty International, nous recommandons 2 choses. La première, c'est que ce tribunal soit mis en place par un traité international. Donc, il faudrait que l'Assemblée générale des Nations Unies intervienne pour qu'il ait vraiment valeur universelle. Parce que si c'est un tribunal mis en place par 2 ou 3 pays, y compris l'Ukraine, il n'aura pas ce même pouvoir, je dirais. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que ce tribunal, bien sûr, juge de la Russie, mais puisse aussi avoir mandat de juger des crimes d'agression dans le futur. C'est-à-dire que pour qu'il puisse avoir un rôle de prévention, il faut qu'il y ait au sein de ce mandat, de ce nouveau tribunal, ce facteur-là qui envoie un message très clair à la communauté internationale que le crime de l'agression contre un État en paix ne peut pas être toléré. Agnès Callamard, est-ce qu'une guerre comme ça à nos portes nous fait au moins prendre ou reprendre conscience de la fragilité des droits humains et leur remise en cause régulière par certains pays, par certains autocrates, ou est-ce qu'au contraire, et c'est bien un risque, c'est celui d'une espèce de banalisation, comme nous avons tellement banalisé, pour dire les choses très honnêtement, d'autres conflits, je pense à la Corne de l'Afrique en ce moment, où on se dit comme d'habitude. Tout à fait. Écoutez, l'agression russe en Ukraine, ça démontre quand même la vulnérabilité de notre continent, la vulnérabilité du monde, parce que c'est une guerre qui est franchement une guerre internationale. C'est le symptôme d'un monde en mutation, d'une transformation du système international où les États-Unis, la Chine et la Russie s'opposent. Et c'est un crime dont la violence est quand même énorme. C'est-à-dire que, au-delà des crimes de guerre que l'on retrouve malheureusement dans d'autres conflits, il s'agit bien d'un crime d'agression. C'est-à-dire que la Russie a envahi un pays indépendant et en paix sans aucune... ils sont incapables de le justifier, ou alors leurs justifications ne servent à rien. Donc c'est la violence de cet acte qui nous rend tous vulnérables. Mais ça ne veut pas dire
que, bien sûr, il s'agit des seules crises et des seules souffrances à travers le monde. Nous, à Amnesty, on a beaucoup travaillé sur ce qui se passe en Éthiopie et au Tigré, où là, des milliers de morts et des crimes contre l'humanité ont pu être mis en avant. La République démocratique du Congo, le Kivu, est de nouveau l'objet de conflits. C'est une région qui est en guerre depuis plus de 20 ans, des millions de morts. Donc, les souffrances ne sont pas la prérogative d'aucun de ces peuples, malheureusement. Vous savez pourquoi je vous pose la question en ces termes ? Parce que vous étiez à Montréal la semaine dernière ou cette semaine à la COP15 et vous avez eu cette phrase, vous avez dit « nous sommes devenus tolérants à la mort ». Vous parliez notamment des réfugiés climatiques, mais ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire quelque chose qui dit bah vous n'êtes pas né du bon côté, c'est vrai que c'est terrible, mais en l'état on n'y peut rien ? Tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes devenus tolérants à des morts qui peuvent être évitées. Je ne dis pas qu'on puisse éviter toutes les morts, mais dans nos pays, dans nos sociétés, nous sommes arrivés à un point où nous justifions des morts qui devraient être intolérables. Les morts de réfugiés qui se noient devant nos yeux, des morts pendant la Covid, dans d'autres pays que les nôtres. Nous, on a vacciné, mais on n'a pas voulu vacciner les pays pauvres. Des morts que l'on ne voit pas, mais qui sont présentes, liées au climat et à notre incapacité de prendre les mesures qui s'imposent. Donc voilà, nous sommes devenus tolérants à des morts qui devraient être intolérables. Ça veut dire que, par exemple, la justice climatique, désormais, est entrée dans la longue liste des droits humains. Est-ce qu'on se dit que pardon de le dire comme ça, que les derniers arrivés dans la longue liste des droits humains, c'est cette justice climatique, désormais ? Écoutez, je ne sais pas si c'est la dernière, mais en date. La crise climatique est une crise des droits humains. On parle de nourriture, d'eau, de conflits, de pays qui vont disparaître. Donc, quand des pays disparaissent, c'est des gens qui disparaissent, c'est des modes de vie qui disparaissent, c'est des cultures qui disparaissent. À l'heure actuelle, nous savons ce qui s'est passé au Pakistan cet été, autour de nous, juste avant la COP 27. On a pu être les témoins de la catastrophe climatique. Elle est là. Elle ne vient pas dans le futur. Donc, la crise climatique, c'est une crise des droits humains, c'est une crise de la volonté politique de trouver un chemin commun et de prendre des décisions qui s'imposent. Moi, j'étais aussi en Égypte, donc je peux témoigner du fait que les gouvernements, certainement les gouvernements de pays industrialisés et les acteurs économiques qui étaient omniprésents, je parle là des lobbies économiques qui étaient omniprésents, ils ne permettent pas ou ils empêchent de prendre les mesures qui sont nécessaires afin qu'on arrête notre dépendance au carbone, au fossile. Et ça se solde par l'abandon. Franchement, on ne le dit pas à l'heure actuelle. On essaye tous de s'accrocher à l'idée qu'on va avoir une augmentation de 1,5 degré par rapport à la température préhistorique, mais on en est bien loin déjà. Donc on abandonne en fait. Donc on abandonne. On n'en parle pas parce que personne n'ose le dire, mais en Égypte, c'était très clair que les prises de position et les décisions prises ne permettent pas de garder le 1,5 degrés à l'heure actuelle. C'est pour ça d'ailleurs que le secrétaire général des Nations Unies a annoncé un grand débat de nouveau climatique dans quelques mois, parce que tout le monde prend conscience qu'on s'éloigne de ce qui est humainement nécessaire pour les gens, pour de millions de gens de survivre. Cette fameuse COP15, elle devait avoir lieu en Chine, et si elle n'a pas eu lieu en Chine, celle sur la biodiversité, c'est parce qu'on était en plein Covid et qu'il a fallu la transporter au Canada. La Chine qui s'est soulevée modérément dans la mesure de ses moyens face aux restrictions anti-Covid, au point que le gouvernement d'ailleurs a reculé cette politique, a enfermé ses habitants au point d'en crier de rage, ce qui était particulièrement glaçant. Et au fond, cette attitude-là, c'est une constante depuis l'arrivée de Xi Jinping, qui est peut-être même désormais un président à vue. Et là aussi, est-ce qu'on se dit quand on est Amnesty, on perd cette porte d'entrée-là? Ce pays-là s'est refermé intégralement. Est-ce que vous avez encore une porte d'entrée pour les droits humains en Chine en ce moment? Écoutez, quand les gens résistent, quand les gens demandent, comme ils le font en Chine,
et là je parle franchement de nombreuses personnes, bien sûr qu'il y a toujours des portes d'entrée. Des portes d'entrée physiques, non. Nous, on ne pourra pas aller en Chine avant. On a dû partir, on a dû quitter Hong Kong. Mais le peuple chinois a besoin, a envie, et il s'agit bien de ses droits à eux. Il ne s'agit pas de choses qui appartiennent aux autres. Donc non, écoutez, quel que soit le diagnostic que l'on fait de ces pays ou d'un autre monde, il n'y a qu'une seule façon de procéder, c'est de continuer de se battre. On n'a pas le droit, surtout nous qui avons des privilèges quand même, nous vivons dans un pays, même s'il y a d'énormes problèmes, moi je me sens privilégiée, on n'a pas le droit de laisser tomber. On n'a pas le droit de dire « oh, il n'y a plus rien à faire ». Et il nous en revient à nous, particulièrement les acteurs de la société civile, ou les journalistes d'ailleurs, de démontrer qu'il y a d'autres façons d'avancer, d'autres façons d'imaginer le monde que ce que l'on est en train de nous livrer. Continuez de se battre, vous dites la Coupe du Monde est finie, vous ne faisiez pas partie des organisations qui avaient appelé au boycott, en vous disant peut-être que la visibilité, y compris sur les violations des droits de l'homme, pouvait permettre en tout cas de changer peut-être un peu les choses. À quoi peut ressembler votre droit de suite sur ce qui a été promis pour en finir avec certaines pratiques scandaleuses? Votre droit de suite aussi, on se souvient, on en avait parlé, que la FIFA a promis un fonds pour les gens qui construisent les stades. Aujourd'hui, on n'en voit pas tellement la couleur de ces fonds. C'est le moins qu'on puisse dire. Il ressemble à quoi pour vous le droit de suite au Qatar aujourd'hui? Tout d'abord, la mise en œuvre des nouvelles lois que le Qatar a adoptées, la présence du Bureau international du travail au Qatar qui devra s'assurer que ces lois seront bien mises en œuvre, des réparations et des remèdes apportés à tous ceux qui ont été tués ou qui ont perdu la santé à cause de leur travail. Et c'est absolument essentiel qu'avec les 7,5 milliards de dollars que la FIFA a encaissés, qu'il y en ait une partie qui en revienne à tous ceux qui ont permis à ces matchs d'avoir lieu. Donc nous, on va continuer la pression, tout comme on va continuer la pression contre la FIFA ou pour que la FIFA prenne à cœur ses responsabilités de diligence quand elle attribue cette Coupe du Monde. Elle n'a pas fait acte de diligence quand elle a octroyé cette Coupe du Monde au Qatar. Elle l'a fait sans demander des garanties. On va être là. Pour le prochain octroi, on sera là, on fera acte de vigilance et on va demander à ce qu'elle rende des comptes à l'ensemble des fans de foot, parce que les fans de foot, eux aussi, ne veulent pas aller célébrer leur équipe au milieu du sang des travailleurs et des membres qu'ils ont perdus. Donc voilà, c'est à nous tous de demander à ce que la FIFA soit à la mesure des attentes de tous ceux qui ont célébré ces grands moments au cours du mois dernier. Et c'est un droit de suite, en effet. Agnès Calamard, secrétaire générale d'Amnesty International. Merci beaucoup de votre passage chez nous. Merci. Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter. La suite ce soir, ça se passe dans cette partie du Kurdistan qui accueille de jeunes activistes iraniens sortis des manifestations et qui viennent se former notamment au maniement des armes. Et pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Legénie. On ira au Pérou où des scientifiques ont découvert une centaine de nouveaux géoglyphes, ces formes géométriques dessinées au sol il y a 2000 ans et qui restent un mystère. Julia Foyce, où est-ce que vous mélangez les gens ce soir? Partout évidemment. Claudine Gay à la tête de Harvard, et oui, c'est une petite révolution. Le Monde d'après, c'est vous, Franck Madvon. Bonsoir, Franck. Bonsoir, Fabienne. L'Ukraine redoute une offensive majeure de la Russie cet hiver et tout concorde pour accréditer la thèse d'un conflit qui va s'intensifier en 2023. À tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par le Royaume-Uni avec les Arctic Monkeys. I ain't quite where I think I am, extrait du dernier album qui s'appelle The Car. Merci de nous écouter. I've been given good reason to believe I ain't quite where I think I am, but it's always worth half a blast. You know the face, but you can't see past the disco strobes and the stumbling blocks.
Wait, there's the other island now. Formation displays of affection fly over. I roll back and I can see both islands now. It's the intermission. Let's shake a few hands. Blank expressions invite me to suspect I ain't quite where I think I am. Stackable party guests to fill the awkward silences. The disco strobes in the stumbling blocks. Wait, there's the other island now. Formation displays of affection fly over. Eyes roll back and I can see both islands now. From my vantage point, the spare set of tingles will raise up your spine if I get it my way. Looks like the Riviera is coming into land. Early predictions would seem to suggest I ain't quite where I think I am. Formation displays of affection fly over. Eyes roll back and I can see both islands now. Le bruit du monde est dans une région précise du Kurdistan. Ce soir, où se trouvent depuis 30 ans les camps militaires et civils du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran, parti d'opposition kurde chassé du pays par la République islamique. Depuis le début de la contestation lancée par la mort, vous le savez, de Mahsa Amini, on en parlait à l'instant, de plus en plus de manifestants iraniens kurdes traversent la frontière irakienne pour se joindre à cette résistance exilée. Et le reste, c'est Théo Renaudot qui raconte. On est ici au pied de montagnes kurdes irakiennes jaunies par le soleil. De l'autre côté de ce massif, c'est l'Iran. Dans cette vallée, c'est un camp secret de la résistance kurde où les jeunes recrues font leurs premiers entraînements militaires. On leur apprend à tirer avec des fusils de guerre, on les fait courir dans les montagnes. Et aujourd'hui, par exemple, ils apprennent à fabriquer une cabane sous les ordres de Mohamed, c'est lui qu'on entend, c'est leur instructeur. On leur apprend à survivre, à construire un abri à partir de rien, à lutter contre le froid. On se prépare à une guerre de tranchées, donc il faut qu'ils soient bien débrouillards. La plupart de ces jeunes recrues, il y a encore quelques jours, étaient de l'autre côté des montagnes, en Iran. Beaucoup ont participé aux manifestations, comme Nermine. Elle a 27 ans, elle est arrivée ici il y a tout pile un mois. Je n'ai pu participer que 2 fois aux manifestations. Le régime a mis une pression énorme sur ma famille. J'ai vu des jeunes filles de 15-16 ans se faire agresser sexuellement par la police après avoir été arrêtées. Dans ma ruelle, j'ai vu un jeune homme se faire tirer dessus à bout portant. Après avoir vu tout ça, je ne pouvais faire qu'une seule chose, partir, pour résister. D'autres nouvelles recrues sont arrivées il y a à peine quelques jours. Comme Karkarim, il est en train de creuser un trou pour faire du feu. J'ai assisté de mes propres yeux à la mort de gens innocents qui ne faisaient que manifester sans armes. La police, elle, tire à balles réelles. J'ai vu aussi des adolescents se faire enlever pendant ces manifestations. Ils sont ensuite enfermés dans des prisons secrètes. Depuis, leurs parents n'ont plus aucune nouvelle. Bon, ici, l'entraînement, il n'est pas que physique. Ces nouveaux soldats reçoivent des enseignements
Par exemple sur le féminisme, ou alors encore on leur apprend le kurde, ce qui est interdit en Iran, me raconte Kakawat, qui est arrivé ici il y a quelques semaines. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être utile ici dans la résistance. On prépare un terreau d'espoir, on entraîne les gens, on les éduque, on soutient aussi la population restée de l'autre côté des montagnes. Fondamentalement, on prépare la paix. Depuis le début du mouvement de contestation, de plus en plus d'Iraniens nous rejoignent. Ça va de 25 à 30% d'augmentation. Ils ont compris que la résistance, c'était nous. Il y a de tous les profils, des jeunes de 18 ans qui finissent leur scolarité, comme d'autres qui sont déjà parents. Certains étaient déjà militants kurdes avant, d'autres étaient complètement étrangers à cette cause avant le mouvement. Ils ont accepté qu'il fallait se battre pour sa liberté. Est-ce que ce sont de bonnes recrues ? Bien sûr, on est très fiers d'eux. Le régime de Téhéran accuse cette résistance kurde d'envoyer des armes de l'autre côté des montagnes, en Iran, pour préparer une incursion armée dans le pays. Une version fermement démentie par ce grand chef militaire du PDKI, ennemi juré de la République islamique, Kawa Barami. Même si nous sommes un mouvement armé, opposé à la République islamique d'Iran, nous privilégions un soulèvement civil, car c'est le peuple qui doit mener cette bataille. Tout notre combat est tourné vers la démocratie. Pas question de mener une politique du coup d'État militaire. Nous ne voulons pas donner raison au régime pour qu'il accentue encore plus sa répression sur notre peuple. L'espoir n'a jamais été aussi puissant dans le cœur des combattants kurdes. L'ensemble de l'Iran se soulève contre la République islamique. Ça va vraiment dans le bon sens. Ce régime va s'écrouler. La population n'en veut plus. Ça nous conforte dans cette lutte que nous menons ici. Cette lutte-là, elle a un prix depuis le début des contestations iraniennes. Le régime bombarde cette résistance, des bombardements qui visent des camps de familles de combattants hébergés ici, en Irak, par le parti. Bilan depuis fin septembre, 12 morts, dont des femmes et des enfants, souvent touchés par des missiles balistiques ou des drones. Le tout sous l'œil impassible de la communauté internationale. Théo Renaudon pour le reportage. Merci beaucoup Théo. Le bruit du monde. La suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Sébastien Legénie. La mer est bien agitée, Sébastien, très vanté ce golfe de Thaïlande où un navire militaire a fait naufrage ce week-end. Oui, c'est l'un des pires naufrages de l'histoire de la Thaïlande et le premier d'un navire de la marine royale thaïlandaise en temps de paix. Le drame s'est noué dans la nuit de dimanche à lundi à 30 km des côtes. La frégate HTMS Sukhothai et ses 105 membres d'équipage se retrouvent prises dans un orage avec des vagues de plusieurs mètres, des coups de vent très puissants au point de mettre hors service le système électrique du bateau et donc les moteurs. Le navire, sous la force des vagues, finit par sombrer avec à son bord une centaine de soldats, dont une majorité va réussir malgré tout à survivre. On entend là un rescapé interviewé sur la télé publique thaïlandaise. Quand le navire a commencé à couler, dit-il, j'ai enfilé mon gilet de sauvetage, j'ai sauté dans l'eau, les vagues étaient hautes jusqu'à 3 mètres. J'ai nagé pendant 3 heures avant d'être récupéré par les secours. À 7 heures, 23 soldats restent disparus, 6 corps ont été repêchés, 4 navires de guerre, 2 avions, 4 hélicoptères sont mobilisés pour les opérations de sauvetage. Des familles entières arrivent sur la côte dans l'attente de nouvelles de leurs proches. C'est toute l'armée thaïlandaise, tout un pays qui retient son souffle et même toute une région. Il y a fort à parier que le drame est suivi de très près par les autorités chinoises. L'armée russe, elle tente par tous les moyens de remonter le moral de ses troupes. Un moral qui n'est pas au beau fixe selon les services de renseignement britanniques qui ont aussi découvert que l'armée russe avait décidé la semaine dernière de créer une brigade créative de première ligne. En clair, la Russie va déployer des musiciens sur le front ukrainien, une nouvelle unité chargée officiellement selon les médias russes de, je cite, maintenir
maintenir un état moral, politique et psychologique élevé parmi les participants à l'opération militaire spéciale. Concrètement, l'armée russe recrute des musiciens, des chanteurs, mais aussi des artistes de cirque. Les autorités ont aussi lancé une campagne exhortant les citoyens à donner des instruments de musique à leurs troupes. Une démarche regardée avec ironie côté ukrainien. On entend ici de très jeunes habitants de Mykolaïv qui, à l'inverse des soldats russes, affichent un moral à toute épreuve. La ville de Mykolaïv, au sud du pays, qui vient d'installer dans les rues un arbre de Noël d'un genre très particulier. Les habitants l'appellent l'arbre d'invincibilité, une sorte de montagne de plusieurs mètres de haut en forme de sapin, un arbre constitué en réalité de filets de camouflage où les habitants ont accroché des jouets et des guirlandes, un sapin de guerre qui plaît beaucoup aux enfants, chacun ses symboles. Allez, on termine au Pérou justement, tiens, en parlant de symboles, avec la découverte de nouveaux géoglyphes dans le désert de Nazca. Les géoglyphes de Nazca, ou lignes de Nazca, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, Fabienne, sont une véritable merveille. Découverts en 1927 et patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994. Un mystère que n'ont toujours pas percé les scientifiques. Alors de quoi s'agit-il? De motifs géométriques dessinés au sol il y a plus de 2000 ans sur le flanc des montagnes dans le désert face au Pacifique à 500 km de Lima. Des formes humaines, des oiseaux, des félins, des serpents et même un chat découvert il y a 2 ans. Cet archéologue péruvien raconte que ce chat a été découvert à flanc de colline. Il a été dessiné en creusant des lignes, des sillons de 30 à 40 cm de large. Il fait plusieurs dizaines de mètres de long. D'autres parties, comme sa bouche, ont été construites avec de petits murets. Le désert de Nazca vient donc de révéler de nouveaux trésors. Cette fois, pas de chat, mais ce sont 168 géoglyphes qui ont été identifiés par des drones, dont une cinquantaine représentent des figures humaines entre 2 et 6 mètres de large, parfois avec des poils. Des figures qui ne sont pas visibles au sol, mais seulement du ciel. Alors à quoi servaient-elles? Étaient-elles des offrandes destinées aux dieux du ciel, supposées regarder les humains? S'agissait-il d'un calendrier astronomique pour refléter les étoiles? C'est toujours une énigme pour les chercheurs, et c'est tant mieux. Oui, avec des yeux très très ronds comme ça. Oui. Moi je dis que c'est des robots. Moi je vous le dis franchement, je pense que les Incas ont rencontré des extraterrestres et je pose ça là. Tout à fait probable. Je vous remercie Sébastien, absolument, merci beaucoup. Je vous laisse partir avec Donny Hathaway, sa version de Jealous Guy de John Lennon, une version sortie en 72, donc une petite année seulement après l'original. Hathaway et sa version de Jealous Guy sur France Inter. En voilà une que le monde entier nous jalouse. Julia Foyce du mardi. France Inter.
Un jour dans le monde. Et Julia Foyce qui chaque semaine nous donne des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète aux couleurs LGBT. Commençons, Julia, par votre femme de la semaine. Elle est new-yorkaise, elle a la petite cinquantaine et la semaine dernière, on l'entendait dire ceci. I love this place. J'adore cet endroit. Les gens sont la force institutionnelle de Harvard. Je suis ravie d'occuper ce rôle car je crois en eux et je veux un Harvard qui corresponde à leur ambition et à leurs promesses. Je m'appelle Claudine Gay et je suis la prochaine présidente de l'université Harvard. Postulant au milieu de 600 candidats et au terme de plusieurs mois de sélection, Claudine Gay a donc été choisie pour être la 30e présidente de Harvard. Dans un mouvement plus général aux États-Unis de féminisation des universités, elle est la deuxième femme à ce poste, mais surtout la toute première femme noire de l'histoire à en prendre les manettes. Et ça, oui, dans ce qui est longtemps resté un temple du savoir réservé aux hommes blancs et riches, c'est une petite révolution. Alors, c'est peut-être le moment où il faut quand même, Fabienne, préciser qu'elle est aussi l'une des grandes spécialistes américaines des études africaines et afro-américaine, qu'elle est une figure des sciences politiques en général et de la question des minorités en particulier, et qu'elle était jusqu'ici l'une des doyennes de Harvard. Pour la faire courte, on va dire qu'elle n'est pas tout à fait sortie de nulle part. Brillamment diplômée en économie, elle est aussi la fille d'un couple d'immigrés haïtiens devenus respectivement infirmières et ingénieurs parce qu'ils se sont inscrits à l'université quand ils sont arrivés aux États-Unis. Études faites alors qu'ils élevaient leurs enfants, ouais, tout ça en même temps. Claudine Gay incarne donc aussi un mythe, bien américain pour le coup, celui d'une réussite et d'une intégration possible à la force du poignet. Une tenace, Claudine Gay, une bagarreuse qui, par exemple, n'a pas hésité à mettre à pied tout récemment un certain nombre de professeurs accusés d'agression sexuelle par leurs étudiants. Nous n'existons pas en dehors de la société. Nous avons le devoir à Harvard de nous engager et de nous mettre au service du monde, a-t-elle déclaré. Discours qui tranche avec celui de ses prédécesseurs. Discours qui prend tout son sens, tout son poids. Si on se souvient qu'Harvard reste en tête de tous les classements mondiaux des universités, et ce depuis 20 ans. Très, très attendu donc. Claudine Gay prendra ses fonctions à la fin du mois de juin. En Afghanistan, cette fois, les choses sont dites. Vous vous souvenez, Fabienne, depuis la prise de Kaboul il y a près d'un an et demi, les talibans promettaient au monde entier que non, ils ne voulaient surtout pas restreindre les droits des femmes et certainement pas leur accès à l'éducation. Alors oui, bien sûr, de l'école primaire à l'université, on avait quelques problèmes de logistique à régler, comme par exemple des travaux à faire pour isoler les bâtiments des filles ou bien des tenues vestimentaires à accorder aux principes de l'islam, et que c'était long, et que c'était complexe, et que c'était pour ça que les filles ne pouvaient plus étudier depuis tous ces mois, mais que bientôt ça rentrerait dans l'ordre ou pas. En fait, le ministre de l'Éducation, Nida Mohammad Nadim, ancien chef de guerre et religieux, l'a très clairement énoncé cette fois-ci. L'éducation des filles et des femmes est contraire à l'islam. Point, rideau, fini pour elles et pour eux, pour les garçons. On prévoit de créer un vaste réseau d'écoles religieuses à travers tout le pays. Y enseigneront des talibans qui, certes, n'ont pas du tout le CV pour devenir professeurs, mais dont les qualifications pourront se mesurer, je cite le ministre, au nombre de bombes qu'ils auront fait exploser. La Suisse pourrait interdire les thérapies de conversion. C'est en tout cas une mesure votée par la Chambre basse du Parlement helvétique. Toute mesure visant à modifier ou à refouler l'orientation sexuelle d'une personne, l'identité de genre ou l'expression de genre pourrait être interdite. Selon le texte voté à 143 pour et 37 contre, l'homosexualité ne se soigne pas et n'a pas à l'être, ont souligné dans leur rapport les défenseurs du projet. Ces thérapies, avec beaucoup de guillemets sur thérapie, ont régulièrement fait des remous ces dernières années dans différents cantons, mais il s'agit avec ce texte d'harmoniser la législation au niveau national. La question se pose, cela dit, en ce moment bien au-delà de la Suisse. De nombreux pays européens, dont la France d'ailleurs, s'en sont saisis, tentant de légiférer, voire pour être clair, d'interdire des pratiques dont la dangerosité commence à être attestée. Dans ces fameux stages, quand on veut, guillemets encore, ramener les jeunes dans le droit chemin de l'hétérosexualité, tout est bon. Discours culpabilisateur, traitement médicamenteux en tout genre et même séance d'exorcisme. Bref, un lavage de cerveau pointé du doigt par les Nations Unies à la rentrée. 98% de ces jeunes en sortiraient avec de lourdes séquelles psychologiques. Julia Foyce, la Julia du mardi. Oui, voilà, ça m'a fait rire. Ça veut dire qu'on me jalouse le mardi, mais le mercredi, tout le monde s'en fout. Totalement. Et le lundi aussi. Je vous dis pas le jeudi. C'est un fou alors. Bon, on se dit joyeux Noël ou pas? Bah non, du coup. Et puis voilà. Pas bonne année, mais je vous aime quand même. Allez, moi aussi. Salut Julia. Fabienne Synthèse, le 18-20. Le monde d'après de Franck Madvon. Franck, c'est aujourd'hui le 300e jour de guerre en Ukraine, l'occasion pour les dirigeants russes et ukrainiens de soutenir leurs troupes. Vladimir Poutine a décoré des soldats lors d'une cérémonie au Kremlin, pendant que le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est lui rendu à Bakhmout, c'est dans l'Est et c'est près du front.
Kiev, Franck, redoute une nouvelle offensive russe. Le conflit pourrait redoubler d'intensité même au début de l'année 2023. Oui, plusieurs déclarations récentes, Fabienne, nourrissent cette prédiction. Depuis 1 à 2 semaines, des responsables ukrainiens mettent en garde contre une offensive majeure de la Russie cet hiver. Le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valery Zaloujny, a été très clair dans une interview à The Economist publiée la semaine dernière. Il annonce une nouvelle attaque d'envergure de l'armée russe, sans doute en février ou mars, peut-être même dès la fin janvier. Les Russes, disent-ils, préparent 200 000 hommes. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont encore tenter de prendre Kiev. Zaloujny n'écarte pas non plus une offensive par le sud ou l'ouest. En tout cas, d'après lui, la priorité doit être cette future bataille, accumuler des ressources, des hommes, des armes, tout en tenant les positions actuelles. Ce week-end, un conseiller du président Zelensky a tenu le même langage au New York Times. Mikhailo Podolyak, c'est son nom, se dit convaincu que l'armée russe planifie une attaque au sol en appliquant la même stratégie, assure-t-il, que l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais alors Franck, pourquoi faudrait-il croire ce scénario ? Alors évidemment, méfiance, c'est aussi, on le sait, une guerre de l'information. Et côté russe comme côté ukrainien, il faut accueillir la parole officielle avec beaucoup de prudence. Mais d'autres indices donnent du crédit à ce scénario. D'abord, l'OTAN tient aussi ce discours. Dans une interview à l'agence France-Presse, son secrétaire général, Jens Stoltenberg, estime que Poutine est prêt à une guerre longue et à lancer de nouvelles offensives. La visite de Vladimir Poutine hier en Biélorussie va dans le même sens. Il ne s'était pas rendu dans ce pays allié au nord de l'Ukraine depuis 2019. Il a affiché son entente cordiale avec l'autoritaire président Loukachenko. Les deux pays poursuivent des exercices militaires conjoints. Pour le moment, la Biélorussie sert de base arrière à l'armée russe sans être directement impliquée dans le conflit. Rien n'indique qu'elle changera d'approche, mais Loukachenko est très dépendant de la Russie et Poutine ne lui a certainement pas rendu visite pour rien. Les experts militaires, eux, sont partagés. Par exemple, l'Institut américain d'études de la guerre juge probable une attaque russe dans le nord de l'Ukraine cet hiver, mais ne croit pas à une entrée de la Biélorussie dans le conflit. Aujourd'hui, Washington a commenté les rumeurs. D'après un haut responsable américain cité par l'AFP, le gouvernement russe est divisé sur l'opportunité d'une offensive hivernale. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la Russie doit changer de stratégie. Oui, alors jusqu'ici, on l'a beaucoup dit, rien ne s'est passé comme prévu. Ce week-end, le New York Times encore a publié une longue enquête accablante pour Moscou. On y apprend qu'avant l'offensive, les soldats russes se sont entraînés dans des camps délabrés, puis qu'ils ont attaqué l'Ukraine avec des cartes datant des années 60 et des impressions de pages Wikipédia pour apprendre à utiliser certaines armes. Bon courage. Sur le terrain, ils téléphonaient à leur famille depuis leur portable, permettant à l'ennemi de repérer leur position. Ce qui devait être une attaque éclair pour défaire l'Ukraine a finalement conduit à 3 revers militaires, près de Kiev dans le nord, à Kharkiv dans l'est et à Kherson dans le sud. Des leçons ont été tirées de ces humiliations. Depuis quelques semaines, la Russie tente de démoraliser les Ukrainiens en bombardant les infrastructures civiles pour les priver d'eau, d'électricité, de chauffage. L'Ukraine résiste grâce au soutien des Occidentaux, qui renforcent même leur assistance militaire. Les États-Unis viennent enfin d'accepter de fournir des systèmes antiaériens patriotes réclamés par Kiev depuis des mois. À ce stade, une nouvelle stratégie russe semble donc crédible. Poutine présentera justement demain, on en parlait à 18h, les objectifs de l'armée pour 2023, après avoir admis aujourd'hui que la situation était très compliquée dans les 4 régions dont Moscou revendique l'annexion. S'il ne fallait retenir qu'une chose, ce serait peut-être cette info de l'enquête du New York Times. Le journal cite un membre de l'OTAN selon lequel Poutine est prêt à accepter jusqu'à 300 000 soldats morts ou blessés dans cette guerre. C'est 3 fois plus que les pertes estimées aujourd'hui. Franck Maddevon et Le Monde d'après. Franck, à demain. Le journal, c'est tout de suite. Le téléphone sonne juste après.